Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va parler de la première nuit de WrestleMania que je suis actuellement en train de regarder. Du coup si je change d'affaire entre deux c'est tout à fait normal parce que là je suis en train de regarder le début, après j'ai du monde à manger ce midi et après je regarderai la fin dans fin de journée donc voilà. Du coup voilà, soyez pas étonnés si entre deux vous avez l'impression que j'ai changé, c'est normal. Voilà, parce qu'il y a du monde qui vient manger ce midi parce que je vais bientôt quitter cette pièce. Donc voilà. Alors oui, je voulais dire quand même un peu long le début quand même. 40 minutes d'interview, de petits trucs là, de petits spots, vraiment c'est long. Sur un truc qui dure déjà 3h30, 40 minutes d'interview, c'est beaucoup trop long. Mais bon, après hein, c'est comme ça. Hein, personnellement je les ai sautés, hein, tellement ça me saoulait de voir tout ça. Donc le premier match qu'on a eu, c'était Drew McIntyre contre Bobby Lashley. Du coup j'ai mis un peu de combat dans les barricades pour le retour des fans. Forcément, comme ils sont là, il faut un peu stimuler la foule, ce qui a été très bien fait dans ce match. Aussi j'ai noté un moment, il y a eu un spear de Bobby Lashley contre Drew McIntyre dans le coin, c'était pas trop mal. Bobby Lashley qui domine beaucoup le début du match, ce qui en général est assez mauvais signe, donc pas à chaque fois, mais assez souvent quand un heel, voilà, chercher le mot, quand un heel domine les débuts de match, les 3/4 du temps, ça veut dire que le heel va perdre à la fin du match. Et là, ils ont beaucoup joué là-dessus et je trouve ça plutôt cool, vu le résultat. J'ai mis qu'on a alors j'ai appelé ça une suplex pin de Drew McIntyre, parce que comme je disais, il y a plein de formes de suplex dans les vidéos takeover. Et en fait là c'est une suplex, du coup il le fait tomber, sauf qu'au lieu de le lâcher qu'il parte, en fait là il le fait tomber derrière lui, et en gros il se met en sorte comme quand on fait le pont là, comme ça, sur l'eau, ce qui fait que ça déclenche le tombé. Bon, ce qui ne sera pas du tout suffisant, mais c'était une bonne manière innovante de faire le tombé. Enfin, c'est pas le premier qui fait ça, mais je veux dire, dans un match avec deux gars comme ça, c'était pas trop mal. J'ai mis qu'une sorte de... Ah, ça va déjà être le prochain match. J'ai mis que le finisher de Bobby Lashley était venu assez tôt, ce qui m'a fait un peu peur, mais au final... c'est le match que je pense va être un des pires de la semaine WrestleMania. C'est le Fatal 4-Way féminin là, par équipe là. À mon avis ça va être une horreur. De toute façon on en reparlera dans quelques minutes. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Chokeslam de Bobby Lashley juste après. Pendant que Drew lui fonce dessus, il l'attrape, il fait un chokeslam. Ensuite, sorte de facebuster de Drew sur Bobby. Alors oui, celui-là était un peu bizarre. On s'attendait que le compte allait pas fonctionner parce que ça faisait aucun dégât. En gros, il a tenu Bobby dans son dos, comme ça, avec les jambes qui dépassent comme ça, et il l'a fait passer devant lui, la tête contre le sol, sauf que le Bobby Lashley est retombé sur son bras, donc au final, c'est plus son bras qui a pris que la tête, comme ça aurait dû l'être. Parce que techniquement, le facebuster, le but, c'est la tête qui tape, voilà. Ensuite, Bobby contre le Clairement Kick avec un chokeslam à nouveau. Drew place 3 fois de suite son DDT, parce qu'il a un DDT assez spécial comme prise de finish. Du coup, il arrive à le placer 3 fois vraiment à la suite, ce qui n'est pas suffisant. Ensuite, Bobby Lashley sort du ring pour éviter le Claymore Kick et t'as Drew McIntyre qui lui fait un salto par-dessus la 3e corde pour dégommer MVP et Bobby Lashley à l'extérieur, ce qui était plutôt pas mal. Pas dire que c'est impressionnant parce qu'avec les voltigeurs on est habitué à voir pire que ça, mais pour un gars comme Drew c'était plutôt intéressant. Ensuite Drew qui esquive le spear avec une soumission
qui était vraiment pas mal parce que la façon que c'était filmé, on voulait nous faire croire que Bobby Lashley il pouvait abandonner, on sentait que des fois il pouvait, et en fait, de la façon que c'est filmé, t'as l'impression qu'il est loin des cordes, alors qu'en fait, quand il tord le bras, en fait, tu te rends compte qu'il était juste à côté des cordes, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, MVP distrait Drew McIntyre. Ouais, attends, dis pas que c'est comme une sorte de gauntlet match par équipe. J'y comprends rien du tout à ce match féminin. Ensuite, MVP distrait Drew McIntyre pour faire quoi? Oui, distrait Drew McIntyre pour que Bobby évite le Claymore Kick. Ensuite, Bobby fait sa prise de soumission. Et en fait, au final, Bobby Lashley va rester champion du monde de la WWE. Et ce qui est très fort là-dedans, c'est que les deux hommes restent super forts. Parce que Bobby Lashley, il gagne, il reste champion. En plus, quasiment tout le monde, je pense, pensait que Drew McIntyre allait gagner avec le retour du public, vu que tout le public était derrière Drew McIntyre, donc c'était assez osé de faire perdre. Sauf qu'ils l'ont pas fait perdre sur un tombé ou sur une soumission. Alors oui, je viens de dire qu'il perdait sur une soumission, mais Drew McIntyre n'a pas abandonné. En fait, le truc c'est que dans les soumissions, quand tu restes, quand la soumission dure longtemps et que le catcheur qui est pris dans la soumission ne réagit plus, du coup l'arbitre prend la décision de le faire abandonner et que le champion gagne. Ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire que Drew n'a ni perdu par tombée et il n'a pas abandonné. C'est l'arbitre qui a pris la décision de le faire abandonner parce qu'il réagissait plus et puis qu'il pensait que voilà, il pourrait plus faire la suite du match. Donc voilà, très beau match. Peut-être pas, je pense pas que ce sera mon préféré de la semaine, parce que Gargano, Bronson Reed était 1000 fois mieux. Mais pour deux catcheurs dont je suis pas un grand fan, je trouve que c'était un bon match. Franchement, j'ai pris du plaisir à regarder ce match. Donc voilà. Bon, maintenant je vais continuer à regarder le match féminin là qui me plaît, mais alors pas du tout. En plus là, ça a l'air d'être un gros bordel. En plus là, on a Billie Kay et Carmella qui viennent tous d'éliminer Naomi et... Ouais, c'est ça, c'est une sorte de gauntlet match par équipe. Ouais, c'est assez bizarre. Bon, bah, on revient dessus tout à l'heure. Ouais. Comme vous pouvez le voir, c'est pas... j'ai pas l'air très heureux de ce match. Alors déjà, la composition des équipes, déjà, elles sont nulles à chier. Déjà, on a Naomi et Lana, qui est une équipe qui sort un peu de nulle part. Alors je sais que c'est des équipes qui ont été construites il y a quand même déjà quelques semaines et tout pour ce moment, mais bon, quand même, Naomi et Lana, elles ont rien à voir et tout, on les fout ensemble comme ça. Billie Kay et Carmella, c'est pareil. Carmella était quand même en run sur le titre solo de Sasha Banks. Elle se retrouve être en équipe avec Billie Kay, une des filles les plus faibles de la division féminine. Et franchement, j'aimerais pas être sa place. Le Riot Squad, qui est la vraie équipe de tout ce match. Parce que le Riot Squad, elles sont en équipe depuis des années maintenant. Et ça se voit en fait sur le ring, c'est les seuls qui font des beaux trucs. Les autres, tu vois qu'elles sont juste là pour créer des équipes, qu'il y ait des équipes pour les matchs. Mais en vrai, ça se sent en fait, ça se sent que le Riot Squad, c'est la seule vraie équipe féminine de ce match. Ensuite, on a Mandy Rose et Dana Brooke. Bon, Mandy Rose, c'est comme le Riot Squad, c'est la seule que j'aime bien en fait. Parce que j'aime bien le Riot Squad, même si c'est pas des filles très très fortes. J'aime bien Mandy Rose. Bon, j'aimais encore plus son ancienne coéquipière, mais bon, on a déjà parlé de ce qui est arrivé à Sonya Deville. Enfin, non, vous entendrez bientôt, parce que c'est vrai que la vidéo sur les fans, je l'ai tournée avant, mais je l'ai pas encore publiée. Mais voilà, vous verrez ce qui est arrivé à Sonya Deville. Mais voilà, j'aimais bien l'équipe Mandy Rose, Sonya Deville.
Au final, Mandy Rose aurait pu avoir un run sur un titre solo, même si je pense qu'elle aurait jamais gagné, mais ça aurait pu lui donner plus de pop auprès des fans et tout, mais non, ils l'ont foutu Dana Brooke, qui est nulle comme catcheuse, vraiment. Certes, elle est impressionnante tellement elle est musclée, mais alors moi, de toute façon, que ce soit les gars ou les filles qui sont trop musclés, je trouve ça moche. Innovant, je trouve ça moche. Et ensuite, Natalya et Tamina, déjà je hais Natalya, c'est la pire catcheuse qu'on peut mettre dans un match, vraiment. Tamina, elle encore ça va, je la déteste pas, mais c'est pas non plus une catcheuse charismatique ou voilà, elle est sympa mais sans plus quoi. C'est déjà le prochain match, moi je vais mettre sur pause parce que putain, quand même, vous vous rendez compte, on s'est tapé 40 minutes de comment. Attends, juste les laisser monter sur le ring, je mettrai pause quand ils seront sur le ring. On s'est tapé 40 minutes d'interview au début. Et là, tous les matchs s'enchaînent super vite. Là, j'ai même pas à peine parlé 2 minutes que le match suivant il commence déjà. Alors qu'il n'y a que 7 matchs. Et on est à 1h30. Il reste encore 2 heures et on est déjà au 3e match. Bref. Tamina, après je la trouve sympa mais sans plus quoi. C'est un peu comme Lana, c'est bof quoi. Et en fait, je connaissais le résultat à l'avance, plus par ma réflexion, j'ai pas été spoilé sur les résultats des matchs, mais le truc c'est que Naomi, Lana, c'est sûr qu'elles allaient pas gagner. Billie Kay, Carmella, Mandy Rose, Dana, c'est des équipes, c'est sûr qu'elles allaient pas gagner parce que déjà ce sont pas des vraies équipes. Elles ont été buildées comme ça un peu pour donner quelques matchs par équipe féminin, mais par exemple, mais voilà, Peyton Ross, je sais pas où elle est, je sais même pas ce qu'elle fait Peyton Ross, mais bon, du coup, il n'y a plus l'équipe des Iconics. Sonya Deville qui est partie, du coup, on n'a plus l'équipe Mandy Rose, Sonya Deville, enfin, elle est là maintenant, elle est revenue, mais plus dans les coulisses. Et voilà quoi. Et en fait, je savais que Natalya et Tamina, parce que oui, je spoil direct le gagnant, mais je savais que Natalya et Tamina allaient gagner. Déjà de 1, parce que Natalya, c'est une ancienne catcheuse. C'est une je dis très vieille, elle est pas vieille, aussi vieille que ça, mais je veux dire, elle catchait il y a très longtemps quoi. Ça fait déjà des années qu'elle catch et ça se voit, elle est mauvaise dans le ring, c'est insupportable de l'avoir catchée. Et en fait, pour moi, ils ont fait ce choix-là pour Tamina. Parce que on se souvient de ce que j'ai dit pendant le Royal Rumble, on a quand même Nia Jax et Tamina, donc sont d'anciennes équipières, qui étaient des monstres en équipe, et les deux qui ont fait un tout petit peu équipe pendant le Royal Rumble, et ensuite je crois que c'est Tamina qui trahit Nia Jax ou l'inverse, et on aurait pu partir sur une rivalité entre les deux anciennes amies et tout, ce qui n'a pas été le cas, et au final on en arrive là. Je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais je sens que Tamina va gagner pour un peu continuer cet affrontement entre Nia Jax et Tamina. Et au final, c'est ce qu'on a eu. C'était pas compliqué de savoir qui allait gagner, même si honnêtement, ça me fait énormément chier de devoir me retaper du Natalya demain. Vraiment, on enlève Natalya, on met quelqu'un d'autre à sa place. Pour moi, le match il est parfait. Shayna Baszler, Nia Jax contre Tamina et quelqu'un d'autre. On met qui on veut à part Dana Brooke ou Naomi. Puis moi, ça me va. Mais là, non, c'est pas possible quoi. Mais bon, du coup, comme le début de match, parce que c'était une sorte de gauntlet match, voilà. Le début de match, j'ai pas trop vu, mais de toute façon, il s'est pas passé grand chose d'intéressant.
Juste noter que du coup Billie Kay ou Carmella il va faire un petit paquet à Naomi du coup qui fait éliminer Naomi et Lana. Du coup c'est le Riot Squad qui arrive qui va faire pour moi les meilleurs spots du match. Du coup on a une sorte de code breaker de Liv Morgan sur Billie Kay, sauf que au lieu tu vois qu'elle tombe et que l'autre elle se dégage un peu comme ça se fait souvent dans les prises, du coup elle le garde sur elle et il y a Ruby Riot qui est sauté sur le dos mais contre directement on va te mettre sur pause directement sur le dos de Billie Kay qui elle du coup se retrouve écrasée entre les tibias et le dos de Ruby Riot. Du coup qui était quand même assez beau. Ensuite j'ai mis qu'on avait d'autres beaux enchaînements, notamment un moment un nouveau codebreaker de Liv Morgan et un super kick de Ruby Riot. Ensuite Mandy Rose qui fait une superplex à Liv de la 3ème corde, puis Dana Brooke qui fait une Swanton bombe, toujours sur Liv Morgan, sauf que Liv Morgan arrive à renverser le tombé et à éliminer Dana Brooke et par la même occasion Mandy Rose. Ensuite du coup c'est Tamina et Natalya qui montent sur le ring. Ruby Riot fait des beaux enchaînements sur Natalya. Les deux filles vont même refaire ce qu'elles ont fait à Billie Kay sur Natalya, sauf que bon on va être que au compte de 2. Et au final on a Tamina qui fait un splash et qui remporte le match. Et là, à ce moment-là, ça confirme encore plus ce que je viens de vous dire au début du match. C'est que à la base, Natalya était la catcheuse in-ring, et du coup elle s'apprêtait à faire le Showstopper, sa prise de soumission qui est plus connue comme étant celle de Bret Hart, parce que Natalya, Bret Hart, Owen Hart, tout cela, Jim Hart et tout, c'est la même famille. Après, quel lien là avec Bret Hart, je sais plus si c'est oncle-nièce ou cousin-cousine, enfin, ouais, non, plutôt oncle-nièce, parce que sinon elle serait beaucoup plus vieille que ça. Mais voilà, globalement, voilà, Natalya, Bret Hart, c'est la même famille. Du coup, c'est pour ça qu'elle a le même finisher, qu'elle a un peu le même style de tenue noir et rose et tout ça. Du coup, elle s'apprêtait à le faire et au final, elle dit à Tamina, monte sur les cordes. Enfin, tu vas, en gros, globalement, vas-y, tu vas sauter. Et du coup, Tamina monte, elle fait un splash sur Ruby Riot et elle remporte le match. Ce qui est clairement un message à Nia Jax, puisque le seul truc que tu peux raconter pour faire gagner le match, c'est Tamina contre Nia Jax. Donc au moins, même si le final, l'équipe gagnante me déplaît énormément, l'histoire est quand même bien suivie. Voilà, ils repartent sur une rivalité entre les deux anciennes amies. Et ça j'aime bien. Bon après Shayna Baszler ils en ont rien à faire elle de ces rivalités. De toute façon depuis qu'elle est arrivée en mode équipe ils font que de la merde avec Shayna Baszler. Alors pour moi c'est clairement une des catcheuses qui pourrait clairement être championne du monde en solo quoi. Vraiment, à chaque fois je prends l'exemple de l'Elimination Chamber de l'année dernière, mais putain il était énorme quoi. Shayna Baszler dans une cage face à 5 autres femmes, chacune pour leur pomme. Et Shayna Baszler qui démonte absolument tout le monde, qui élimine tout le monde un par un, qui élimine même Asuka. Quand même Asuka qui est une des catcheuses les plus difficiles à battre. Shayna Baszler l'a démontée dans la cage, tu te dis putain mais elle avait commencé à builder Shayna Baszler comme un putain de monstre. Et non, on la fout sur un titre par équipe qui n'a aucun prestige parce que il n'y a pas d'adversaire crédible. Même là, je suis quasiment sûr que demain, Nia Jax et Shayna Baszler vont gagner quoi. Parce que Natalya et Tamina, c'est même pas une équipe crédible pour les affronter. Il y a aucune équipe crédible pour affronter ces deux filles-là. C'est compliqué quoi. Et puis moi, Shayna Baszler, j'en ai marre de l'avoir en équipe. Je veux qu'elle parte sur un titre solo quoi. Voilà, du coup, voilà, de toute façon, je savais que ce match-là, j'allais le détester sur ce qui allait se passer, et puis voilà, puis j'aime pas du tout ce qu'ils font avec Shayna Baszler, même si bon, Shayna Baszler, son match sera demain, mais voilà, c'est comme ça, on peut pas avoir que des bonnes choses, hein.
Bon allez, on va quand même regarder ce match Cesaro-Seth Rollins, hein, et on se retrouve tout à l'heure. Alors, me revoilà pour le match Cesaro-Seth Rollins, qui au final, en fait, en fonction de ce qui s'est passé dans le premier match, la victoire était facilement devinable, ça se dit pas ça. Ça a été facile à deviner quoi, parce que Cesaro et Drew McIntyre sont les deux catcheurs qui sont sûrement les plus aimés du public pour cette soirée. Et sachant qu'ils ont fait perdre Drew McIntyre, c'était sûr qu'ils ne feraient pas perdre Cesaro. C'était obligé qu'il fasse gagner au moins un babyface adoré du public. Donc Drew McIntyre ayant perdu, c'est logique que Cesaro allait gagner. Alors d'un côté, j'ai rien contre Cesaro, à part certaines de ses prises que je trouve ridicules, mais on va en revenir pendant l'épisode, enfin pendant le résumé. Mais en soi, je suis assez content parce que Cesaro, c'est un peu comme Drew McIntyre, c'est un gars qui est là depuis des années, qui bosse pour faire de son mieux et qui n'a jamais eu de récompense et tout. Du coup, cette victoire à WrestleMania, bon, c'est quasiment sûr hein, que Cesaro ne gagnera pas un titre face à Roman Reigns ou Bobby Lashley, mais cette victoire à WrestleMania, je pense que c'est quand même une énorme récompense pour Cesaro. Et pour ça, je suis vraiment content pour lui parce que je pense qu'il le mérite, même si c'est pas du tout un catcheur que j'aime énormément, quoi. Du coup, on peut noter dans le match, on a eu un très beau dropkick de Cesaro sur Seth Rollins pendant que ce dernier montait sur la 3e corde. Donc quand même, il a quand même un très bon saut. Je sais qu'il y a un mot précis pour dire ça, mais je l'ai oublié. Oui, que je regarde pas le mauvais résumé. Une suplex de Cesaro a été ratée, mais qui s'est transformée en powerbomb sur le coin de ring en face contre lui. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? The memory of Andre the Giant, but in the end it came down to Shinsuke Nakamura and main event Jey Uso. But Friday night. Ok, Jey Uso a gagné une bataille royale, mais ah c'est le truc André le géant là. À mon avis, ça a dû faire mal quand tu vois les catcheurs qu'il y avait toi dans le match. Alpha Academy, the Street Profits, and the champions, Roode and Ziggler, and this match was wild. You can say that again. Ouais. Athleticism, as usual, off the charts, but it would prove that veteran experience trumps all. The Dirty Dogs, Cole, the Dirty Dogs, retain the SmackDown Tag Team Championship. Dolph Ziggler et son pote ont gagné les titres par équipe de SmackDown. Ouais, du coup, parce qu'à la base, Cesaro voulait faire la superplex. Du coup, Rollins l'esquive, il le chope et il le balance dans le coin de ring d'en face. Cesaro qui fait son finisher suivi du Sharpstopper. Alors son finisher, comme je disais, je trouve ça ridicule. Enfin, une partie du finisher, parce qu'après le facebuster est plutôt sympa. Mais quand il attrape l'autre par les pieds et puis qu'il tourne, mais vraiment il tourne juste comme ça, plusieurs tours. Là, la deuxième fois, il a fait 20 tours. Mais je trouve ça tellement ridicule comme prise. Vraiment, c'est nul. Surtout que le mec, il est super costaud et tout, il pourrait faire des trucs mieux que ça. Enfin, cette prise-là, je la trouve ridicule. Vraiment, c'est une des prises qui fait que j'aime pas Cesaro, parce que tu te dis, si tu regardes ses matchs, tu es obligé de voir cette prise à un moment, et je la trouve ridicule, donc voilà, après il fait le Sharpstopper, mais qui ne fonctionne pas. Saut de la 3e corde, c'est super impressionnant. Alors oui, parce que lui, ce qu'il a fait, c'est ni un salto, ni un moonsault et tout. En gros, il a tourné sur lui-même comme ça, avant de réatterrir sur le ventre sur son adversaire. C'était super beau à voir. Ensuite, il arrive à faire le pedigree. Cesaro qui esquive le stop, alors il esquive, il fout un coup de manchette sur Rollins quand il retombe au sol. Ensuite, il fait tourner Rollins, mais sur ses épaules, vraiment, il pose sur ses épaules, puis il tourne.
Et après, quand l'autre il est par terre, ben, il le chope et puis il tourne. Bon, après il fait son facebuster et Cesaro gagne le match. Donc bon, ça c'était plutôt attendu et plutôt cool pour lui. Surtout face à un gars comme Seth Rollins, c'est une excellente victoire. Donc on va passer au prochain match qui a l'air d'être celui de Biggie contre je sais plus comment il s'appelle, contre Apollo Crews, voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon ben, nous avons maintenant des nouveaux champions du monde par équipe de Raw, hein. Plutôt un bon match. J'avoue que j'ai été à fond dedans, j'ai pas pris énormément de notes tellement j'étais à fond dans le match, alors que pourtant c'est pas forcément les catcheurs que je soutiens le plus, mais j'avoue que là ils m'ont bien diverti. Surtout les New Day qui n'ont pas fait des tonnes, parce que j'avoue qu'actuellement, enfin en général plutôt, j'aime pas regarder leurs matchs parce qu'ils passent leur temps à faire les clowns et tout, et personnellement moi ça me divertit pas les clowns. Mais là ils ont été assez sérieux et tout, et surtout l'histoire du match est super bien racontée. Notamment le match il commence entre Edge Styles et Kofi, parce qu'au début Omos veut commencer le match, mais du coup Kofi et tout ils insistent pour que Edge Styles commence le match. Du coup Edge Styles commence le match et du coup Kofi Kingston et Xavier Woods vont nous montrer ce qu'est une vraie équipe. Je pense que Natalia et Tamina devraient prendre note de ce match. Vous montrer ce que c'est une vraie équipe en enchaînant plein de trucs à deux pour démonter Edge Styles et pour faire en sorte qu'il ne fasse jamais le passement avec Omos. Notamment au moment on a un draw kick de Kofi Kingston après avoir fait son twerk. Justement ce genre de conneries j'aime pas, mais bon après ça divertit les gens donc voilà. Ensuite on a une descente du coude de Xavier Woods en passant au-dessus de la troisième corde sur le coin, c'était plutôt sympa. Double bulldog sur Edge Styles, donc les bulldogs quand t'arrives par derrière t'attrapes la tête de l'autre et tu descends comme ça, c'est un bulldog. Ensuite splash de la troisième corde, donc sûrement de Xavier Woods au Kofi Kingston. Bon, Omos qui finit par rentrer dans le match, parce que tout le concept du début de match c'était de l'empêcher de rentrer sur le ring. Au final il va quand même réussir à remonter sur le ring, enfin monter sur le ring dans le sens de venir se battre, hein. En plus il fait aucun effort. Moi je serais Edge Styles, moi je lui gueulerais dessus, hein. Je lui dirais au bout d'un moment mais bouge ton cul. Parce que le mec vraiment il est comme ça pour le pass. Mais bon, il reste comme ça. Edge Styles il fait tout pour le taper dans la main, lui il reste juste comme ça. Là où je serais Edge Styles, je lui fais mais penche-toi. Le mec en plus il est gigantesque, s'il se penche il peut largement taper dans la main du gars. Donc voilà, bon après ça c'est fait exprès à mon avis pour donner un peu plus d'envie de le voir monter sur le ring. Bon, Omos qui écrase Xavier Woods sur son genou, il le prend et paf, il l'écrase sur le genou. Pareil avec Kofi Kingston juste après. AJ Styles qui place son finisher en sautant des épaules de Omos, comme vous avez vu la taille que fait le gars. Il saute sur ses épaules et boum sur Kofi Kingston, si je dis pas de bêtises. Ensuite, Omos fait le finisher, une sorte de finisher du Great Khali, donc il chope Drew McIntyre. Il chope Kofi Kingston comme ça, il le soulève au-dessus de sa tête, enfin à bout de bras, et il explose au sol. Ensuite, de manière un peu désinvolte, il pose juste son pied sur le ventre de Kofi, et puis là, l'arbitre il compte jusqu'à 3. Et victoire forcément de Omos et Edge Styles. Donc on va passer maintenant au match suivant qui est le Steel Cage entre Shane McMahon et Braun Strowman. Et du coup on va voir ce que ça donne. Alors oui, je veux juste dire oui, pour le match d'avant je me suis trompé, hein. J'avais annoncé Biggie contre Apollo Crews, mais je pense que ce sera plutôt demain. Donc voilà. Mais cette fois c'est sûr, c'est bien le Steel Cage qui arrive maintenant, hein. Cette fois ce n'est pas une erreur. Et je pense que c'est le dernier match que je vais regarder avant de me préparer. Et du coup je regarderai les 2 derniers matchs ce soir.
Je sais qu'il y a Sasha Banks contre Bianca Belair ce soir, parce qu'ils viennent de le dire que... comment dire, ils viennent de dire Tonight, il y avait Sasha Banks avec la ceinture et puis ils parlaient de ce soir, donc je pense que elle, son match est ce soir. Et que du coup on aura, comment elle s'appelle, Asuka et Ripley demain. Par contre, j'ai aucune idée de qui va être dans le 6ème match, parce que je pense que Bianca Belair, Sasha Banks, je suis quasiment sûr que ça va être le main event. Mais du coup, qui est le 6ème match? Dans le 6ème match, j'en ai aucune idée. Bon, on verra ça. Allez, à tout à l'heure, Nakaï. Bon, bah, on a eu un bon petit match là. Braun Strowman contre Shane McMahon dans le fameux Steel Cage, afin que Shane McMahon cette fois ne puisse pas éviter ses problèmes. Vraiment un bon match. Je pense que c'est peut-être le meilleur que j'ai vu pour l'instant. Voilà. Et pourtant, je suis pas un grand fan de Shane McMahon, mais c'est le genre de personnage qu'on aime détester. Voilà, il est toujours très arrogant, très... qui va notamment lui coûter cher. Mais bon. Alors, pour commencer, déjà, on a Elias et Jackson Ryker qui agressent Strowman pendant son entrée avec des chaises. Shane McMahon qui va en profiter pour garder une des chaises et frapper à plusieurs reprises Braun Strowman à l'intérieur de la cage, sauf qu'en voulant essayer de s'enfuir par la porte, il va perdre la chaise, qui elle va rester à l'extérieur et Braun Strowman va le faire revenir à l'intérieur. Shane qui à un moment essaye de monter, Braun le rattrape et du coup il chope une sorte de plaque sur le dessus et il frappe à plusieurs reprises Braun Strowman avec. Voilà, on s'acharne notamment sur un des genoux de Braun Strowman. Ensuite, je marquais, on avait un très beau DDT de Shane McMahon sur Braun Strowman. Ensuite, Shane McMahon qui fait son dropkick du coin. Du coup, j'en avais déjà parlé avec un moment sur la NXT TakeOver, c'est ce qui s'était passé dans le match par équipe. Où voilà, quand il monte dans le coin et qu'il fait son dropkick, mais à quelqu'un qui est dans l'autre coin du ring, vraiment c'était très beau à voir. Cette prise est toujours très belle à voir. Surtout quand on voit l'âge de Shane McMahon, on sent qu'il commence à se faire vieux et tout, mais il arrive encore à nous faire des super trucs comme ça. Je trouve ça génial. Ensuite, Elias et Ryker qui tentent d'aider Shane McMahon pour faire sortir plus, que Shane McMahon monte d'un côté, les deux gars ils sont de l'autre côté pour essayer un peu de l'aider de remonter et passer de l'autre côté, sauf que Braun Strowman va partir dans les cordes, il va frapper, enfin faire un truc de bourrin là, fonçant dans la cage, fait que ça va éjecter les deux autres à l'extérieur et Shane va retomber dans le ring. Ensuite Shane frappe Braun ah oui, avec une caisse à outils. Oui, à un moment ils sont dans le coin, ils montent, il y a un sac, enfin, je sais pas s'il y en avait dans tous les coins, j'ai pas trop fait attention, mais il y avait un sac et du coup il sort une caisse à outils et il frappe Braun Strowman avec en pleine tête, donc Braun qui retombe dans le ring. Du coup Shane il passe de l'autre côté, il commence à descendre, du coup là tout le monde se dit Shane McMahon il a gagné, c'est horrible parce que vu qu'il est super arrogant contre les gens que lui estime être stupides et tout, enfin voilà. Enfin, de toute façon le but de la storyline est complètement nul, mais bon, le match était pas trop mal. Et en fait à un moment il passe sa main à travers le ring pour faire allez salut j'ai gagné. Et là t'as Braun Strowman qui revient mais à une vitesse, il lui chope le bras, il lui coince le bras à travers les carreaux de la cage. Et en fait il commence à monter pour empêcher, du coup en bloquant le bras, Shane McMahon il peut pas redescendre, et là Braun Strowman il prend le coin de la cage là et il commence à arracher le grillage, il chope Shane McMahon, il le renvoie dans le ring, enfin il le renvoie même pas dans le ring, il le met dans le coin, il le tabasse de coups de poing, et après les deux commencent à monter dans le coin. Braun Strowman au début on le voit, il hésite à le descendre. Et du coup, ils montent tous les deux debout sur le sommet de la cage. Et là, il le chope et il le balance dans le ring. Et ensuite, Braun Strowman redescend, il fait son finisher et il remporte la victoire pour tous les gens qui sont stupides. Enfin, que Shane McMahon estime stupide, comme il dit. Et voilà, c'était
C'était un très beau match. Franchement, moi j'ai bien aimé celui-là. En plus, l'histoire était bien racontée. On a eu un bon petit suspense. Parce que vraiment, comment il s'appelle, quand Shane McMahon commence à redescendre, on se dit vraiment, mais comment Braun Strowman peut revenir, quoi? Je sais pas, un voltigeur, donc il va pas revenir super vite pour faire remonter le gars et tout. On se dit, mais comment il va faire? Bah, tout simplement en détruisant la cage, bien sûr. Alors franchement, c'était un bon match. Celui-là, je l'ai vraiment très bien aimé. Même si la storyline est à chier, le match était bon, donc voilà. Du coup, je pense qu'on va se retrouver tout à l'heure, après mon repas. Enfin, après mon repas, après mon après-midi, parce qu'on va pas juste manger, on va se faire une petite après-midi jeu de société, donc voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure et j'aurai sûrement changé de vêtements d'ici là. Allez, à toutes. Et oui, me revoilà pour parler des 2 derniers matchs de cette première soirée de WrestleMania. Alors, le match que j'ai vu actuellement était sûrement tout ce que je ne voulais pas voir ce soir. Enfin, ce soir. Voilà, dans cette soirée. La preuve étant, c'est que, je sais pas si vous voyez bien, mais je n'ai rien noté. Parce que tout ce que je ne voulais pas voir s'est produit dans ce match. Comment vous expliquer? Le match, c'était Damien Priest et Bad Bunny contre The Miz et Morrison. Bon, Bad Bunny a fait des beaux trucs, faut l'avouer, hein, même si je suis très mécontent de ce qui s'est passé. Faut avouer, Bad Bunny a fait des très belles prises, a fait des très beaux spots. Voilà, j'avais entendu qu'il avait pas mal travaillé pour ça s'est vu qu'il a bien travaillé et tout, voilà, sauf que ce qui s'est passé est la pire chose qui pouvait arriver pour nos catcheurs, parce que Bad Bunny, c'est pas un catcheur. Bad Bunny, c'est un rappeur qui a été appelé pour venir à faire un match et tout. Comme il y a un YouTuber qui sera là dans le match de cette nuit, mais bon, lui il sera pas en tant que catcheur, mais plus en tant que manager personne qui suit Sami Zayn. Mais le problème là, c'est que on fait venir une star, donc c'est bien, ça ramène de l'argent, parce qu'après je comprends aussi le besoin de WWE de vouloir ramener de l'argent, parce qu'il faut pas oublier que les catcheurs, ça coûte cher, ça coûte très cher les catcheurs. Après il y a quand même les arbitres à payer, il y a les bookers à payer, il y a ceux qui montent et démontent les rings et tout à payer. Il y a qui d'autre, il y a le lieu en lui-même aussi à payer, enfin c'est c'est énormément de dépenses, un show de catch, je pense qu'on l'imagine même pas. Donc voilà, donc je comprends le besoin de faire de l'argent et ramener des stars du pays, parce que personnellement Bad Bunny j'en avais jamais entendu parler avant aujourd'hui. Mais en même temps déjà le rap n'est pas un style qui m'intéresse, donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça que je connaissais pas Bad Bunny. Vous disez-moi, ceux qui écoutent du rap, si vous connaissez Bad Bunny. En tout cas moi je le connaissais pas, à part du catch là, mais parce que j'ai suivi les reviews, parce que ça fait quand même un petit moment depuis le Royal Rumble, donc ça fait quand même 2 mois là qu'il nous casse les pieds le Bad Bunny. Mais voilà, le gros problème, c'est que Bad Bunny, en tant que star, pour moi, n'aurait pas dû gagner le match comme ça. Parce que le fait qu'il gagne le match, déjà, on va être d'accord, personne n'a cru à la victoire de The Miz et Morrison. Celui qui y a cru, il est vraiment idiot. Non mais vraiment, je veux pas être méchant avec vous, ceux qui ont cru que Morrison et The Miz allaient gagner, c'est que vraiment vous êtes idiots. Parce que vraiment, s'ils ramènent une star qui paye des millions pour être présent et qui est juste là pour apporter du fric, ils vont pas faire perdre cette star là. Donc déjà, c'était sûr à 10 000% que déjà Bad Bunny et Damien Priest allaient gagner. Donc déjà, il y avait zéro suspense sur ce match.
Et moi personnellement ça me déçoit énormément parce que voilà, c'est pas parce que c'est une star qu'il doit pas perdre quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Oui, le fait que ce soit une star, du coup ils l'ont beaucoup mis en avant, beaucoup trop mis en avant. C'est-à-dire que le mec a quasiment tout fait. Il a démonté The Miz, il a démonté Morrison, à un moment on le voit faire un truc super classe en dehors du ring et tout. Et c'est lui qui fait le tombé final. Sauf que d'un côté ça ridiculise The Miz et Morrison. Alors je sais que c'est le but du jeu parce que voilà, The Miz et Morrison joue les personnages heel, lui il joue la star un peu face et tout qui vient lui faire face. Donc bon, je comprends, mais bon, c'est quand même déjà très humiliant pour des mecs qui sont là depuis au moins 20 ans, qui travaillent d'arrache-pied pour faire une bonne place dans le milieu. Et lui, il arrive comme ça, puis il leur fout une raclée, tranquille. Tu te dis quand même, The Miz et Morrison ont dû user de tricherie pour battre, pour mettre des coups et tout, pour avoir des fois un peu le dessus sur Bad Bunny. Tu dis putain, des catcheurs pro obligés de tricher pour combattre un rappeur. Il y a un problème dans le scénario. En plus, Damien Priest, quand même une ancienne star de la NXT qui arrive à peine dans le roster principal, et qu'est-ce qu'on en fait? On en fait le bras droit d'un rappeur. Mais le mec, c'était un putain de talent, d'après ce que les gens y disent, parce que moi je regardais pas trop NXT, mais tous les gens qui regardent NXT ils le disent, que c'est un putain de talent, qu'il est super doué et tout. Même là, le peu de choses qu'il fait, c'est quand même vachement cool. Et non, il a quasiment rien. Il fait quasiment rien. En plus, le mec a été mis KO en se prenant juste le finisher de The Miz. Vraiment, si Bad Bunny intervenait pas, le mec il perdait juste en se prenant un finisher, alors qu'il a pris quasiment aucun coup avant. Il y a des trop gros problèmes dans la construction du match, dans ce qui se passe dans le match. Tout est fait pour mettre Bad Bunny en avant, pour que les fans de Bad Bunny viennent voir le match, et puis du coup, comme ça se passe bien, ils apprécient, donc ils sont contents quoi. Mais c'est une horreur, parce que même pour Damien Priest, le mec il a fait sa place à NXT, il a été super à NXT comme le disent les fans de catch, et on le fout là pour faire de la merde avec lui quoi. Le mec aurait largement de quoi partir sur un run, sur un titre solo, que ce soit États-Unis, championnat du monde, peut-être commencer d'abord par les États-Unis, Intercontinental, et après aller sur un titre WWE ou universel. Mais c'est super décevant de voir ça. Le mec il arrive, il est juste là pour faire le toutou d'un rappeur quoi. Vraiment très décevant. Après je m'y attendais un peu, voilà, comme je le disais, mais pour moi Damien Priest, The Miz et Morrison auraient mérité un autre traitement que ça quoi. Surtout à WrestleMania, perdre de cette manière là, même Damien Priest gagner comme ça, c'est nul quoi. Mais bon, on se retrouve tout à l'heure parce que va bientôt débuter le dernier match, qui est Sasha Banks contre Bianca Belair. Et celui-là, j'ai assez hâte de le voir. Allez, à tout de suite. Bon, ça y est, la première ligue de WrestleMania est terminée. Et si vous entendez un petit peu le son derrière, vous savez déjà qui a remporté ou conservé le titre. Alors, je vais dire deux choses qui vont peut-être un peu se contredire. C'est que d'un côté, j'ai aimé le match, et d'un côté, je l'ai pas aimé. Non. Pardon. J'ai encore le gâteau de tout à l'heure qui est en train de travailler dans le ventre là. Ce que je veux dire, c'est que d'un côté on a un beau match parce qu'on a deux catcheuses, Sasha Banks et Bianca Belair, qui sont très talentueuses, franchement, faut le reconnaître. Mais à côté de ça, en fait, on n'a pas vraiment un match digne de WrestleMania. Je veux dire, c'est que c'est un match qu'on aurait pu voir
comme un match de championnat à Elimination Chamber, à Extreme Rules, à Fastlane, à Royal Rumble. Enfin, on aurait pu voir ce match n'importe où. Et ça, c'est un peu dommage parce que du coup, le match, il va pas rester dans les mémoires, quoi. Les gens vont s'en souvenir comme un bon match, mais pas un énorme match digne de WrestleMania, quoi. Et je trouve ça un peu dommage pour deux catcheuses aussi talentueuses. Alors du coup, dans ce match, j'ai noté, on a un beau suicide dive de Sasha Banks. Alors, à chaque fois je dis un beau suicide dive, même si c'est la même prise, mais parce que c'est quand même une des prises les plus dangereuses faites par les catcheurs ou catcheuses. Parce que en gros tu sautes déjà dans le vide, parce que tu es dans le ring, tu sautes à l'extérieur dans le vide. Déjà le choc, parce que là tu peux pas faker le choc contre les gens, hein. Tu peux pas faire semblant, hein. C'est tu cognes, hein. Donc déjà c'est assez violent. Et en plus si tu te loupes, parce que ça peut arriver que des suicide dives soient loupés, soit tu t'éclates par terre, soit tu t'éclates contre la barricade. Enfin, c'est le suicide dive, voilà, c'est quelque chose d'assez violent dans son tête, et certains catcheurs se sont blessés à cause de cette prise. Donc voilà, c'est pour ça que chaque fois je dis c'est un beau suicide dive. Donc c'est vrai que c'est un truc qu'on voit souvent, malheureusement on le voit souvent, mais c'est également quelque chose d'assez dangereux et d'impressionnant quand même à regarder. Ensuite, Bianca Belair récupère au passage, en fait, parce qu'elle lui fonce dessus en faisant le suicide dive, et en fait, les deux, elles roulent à moitié par terre. En fait, en se relevant, Bianca prend Sasha dans les bras, elle la soulève comme ça à bout de bras, et elle remonte sur l'escalier, et elle jette Sasha dans le ring. Un peu comme avait fait, je crois que c'est Bronson Reed qui avait fait ça avec un gars en le portant et en le rebalançant dans le ring, un peu comme s'il avait rien dans les bras, quoi. J'ai mis qu'on avait un beau salto de Bianca sur Sasha, qu'on avait une suplex justement qui montrait la puissance de Bianca Belair, parce qu'elle tient Sasha en l'air comme ça. Elle s'amuse un peu avec les cordes, un peu pour vraiment bien montrer qu'elle est forte. Des fois, elle redescend un peu parce que forcément, Sasha se défend pour essayer de ne pas prendre la prise. Puis à un moment, elle la soulève et elle l'éclate au sol. Donc voilà, qui montre que Bianca Belair, c'est également de la force brute. Ensuite, elle fait un 360 degrés splash qui est raté, donc 360 degrés, hein, tour sur soi-même, avant de s'éclater sur l'autre. Sasha sort d'une powerbomb avec un facebuster, ce qui était plutôt sympa comme façon de s'en sortir. Super DDT à partir des cordes de Sasha. Alors cette prise elle est assez particulière, la façon que c'est fait, parce qu'en fait elles sont toutes les deux dans le coin. T'as Sasha qui tient la tête de Bianca Belair et elle est sur au niveau du coin de ring, au niveau de la deuxième corde, et en fait elle va tourner. Sauf qu'au lieu de tourner pour l'éclater au sol comme ferait normalement un DDT, elle a tourné pour rebondir sur les cordes et ensuite vraiment encore tourner un coup pour faire le DDT. C'était super impressionnant et une super belle prise, vraiment. Je pense que c'est même la prise que j'ai trouvée la plus impressionnante parce qu'elle était vraiment originale. Personnellement, j'avais jamais vu cette prise-là avant, quoi, contrairement au reste. Mais vraiment, c'était impressionnant. Ensuite, Bianca Belair, un peu plus tard, elle réussit enfin son 360 degrés splash. Sauf que cette fois, elle réussit pas le décompte. Ça tape 1, 2, et puis Sasha Banks arrive à s'en sortir. Et ensuite, un peu plus tard, on a un enchaînement assez spécial entre Bianca Belair qui tente de faire son finisher, Sasha qui tente, elle, de faire le bank statement, mais elle n'a pas assez de force. Il y a un moment où elle triche en prenant les cheveux, enfin plusieurs fois de toute façon Sasha triche en tirant sur les cheveux de Bianca Belair, et il y a un moment, je pense que vous l'avez entendu tout à l'heure quand ils ont montré le replay, où Bianca Belair elle prend ses cheveux, elle s'en sert comme d'un fouet, quoi, et ça claque super fort sur le ventre de Sasha. Ça a dû faire super mal, enfin ça a dû faire super mal sur le coup, parce que bon, quand on se fait fouetter,
Enfin, je me suis jamais fait fouetter avec un vrai fouet, mais vous savez, des fois, quand vous jouez, vous fouettez avec un torchon, des conneries comme ça. Voilà, ça fouette, mais au bout de quelques secondes, la douleur, elle s'en va, quoi. Mais voilà, et au final, après ça, Bianca réussit à placer son finisher, oh putain, pardon, il y a eu un bug. Et elle remporte le titre de championne de SmackDown. Du coup, très surpris. Ce qui fait du coup le bon côté du match, hein, parce que bon, déjà on a eu quand même de bonnes catcheuses, mais voilà, le résultat m'a étonné. Je sais pas pourquoi, pendant tout le match j'avais quand même une bonne sensation. Je sentais que Bianca Belair allait gagner, je sais pas pourquoi. J'avais cette sensation là qu'elle allait gagner, et elle a gagné. Je suis super content parce que vraiment, ça fait 1 ou 2 ans, non, une année peut-être, parce que 2 ans ça fait peut-être beaucoup, mais ça doit faire pas loin d'1 an maintenant que Bianca Belair est dans le roster principal. Et je suis content qu'elle ait enfin son titre, parce qu'au début, il y a une rivalité avec Bayley. Bayley qui a totalement disparu. Je suis super triste. Enfin, elle est réapparue 2-3 fois là dans la soirée, notamment un moment avec la NWO, du coup, Hulk Hogan et tout ça. Mais je suis un peu déçu de ne pas la voir combattre parce que c'est ma catcheuse préférée. Donc voilà, un peu déçu de ne plus l'avoir catchée. Après, c'est comme ça. Hein. Surtout que la division féminine a besoin d'avoir un gros nom pour se battre. Voilà, Charlotte Flair, bon bah il y a eu des petits coups qui sont pas passés au niveau d'elle, donc voilà. En plus son mari a décidé de quitter. Enfin, il a été relâché de la WWE, donc lui il va partir ailleurs. Charlotte Flair, enfin c'était un gros bordel. Apparemment les médecins qui lui avaient annoncé qu'elle était enceinte, en fait non. Là elle a eu le Covid. Ouais, je crois qu'elle a eu le Covid ou suspicion de Covid, du coup obligée d'être en confinement, ce qui fait qu'au final pas de match à WrestleMania. Alors peut-être que finalement on va avoir une surprise demain, elle va s'incruster dans le match entre Asuka et Rhea Ripley, ce que je n'espère pas, parce que si ça arrive, ils vont faire gagner le titre à Charlotte Flair. Ce qui s'est passé avec Karrion Kross et Finn Balor, c'est exactement le scénario que je ne veux pas avoir. Moi je veux qu'il y ait de la tension, qu'il y ait des choses qui se passent. Pas juste dire ouais, on a une superstar qui revient donc on lui donne la ceinture. Non, c'est de la merde, faut pas faire ça. Et voilà quoi. Je pense que ouais, la division féminine a besoin de quelqu'un de fort et tout. Bayley et Alexa Bliss sont clairement les deux qui pouvaient changer les choses, sauf que Alexa Bliss elle est dans son histoire avec The Finn et Randy Orton, du coup elle donne plus de piment au match féminin, parce que malgré sa petite taille et tout, elle est super douée. Et pareil avec Bayley, on sait pas pourquoi, dès qu'elle a perdu le titre, voilà, elle est partie. On sait pas où elle est partie, on l'a pas pu catcher, donc si, juste après avoir eu le titre, elle a eu quelques petits matchs contre Bianca Belair, je crois, et après on l'a plus vu. Voilà, alors que c'est une des meilleures catcheuses quoi. Et puis après il y en a qui vont être là, oui on veut revoir Becky Lynch. Alors Becky Lynch j'aime beaucoup, comme Charlotte Flair, c'est deux femmes que j'aime beaucoup, mais dès qu'elles sont là, automatiquement on leur donne le titre. Et ça c'est nul. Faut laisser aussi les autres, des chances aux autres catcheuses. Justement, c'est ce qui est beau dans ce match. C'est que Sasha Banks, ça fait quand même quelques années déjà qu'elle est là, qu'elle a gagné plein de titres, soit par équipe, en solo et tout. Et là, le fait qu'elle accepte de perdre le titre face à Bianca Belair, qui est là depuis moins longtemps, et qui en plus de base ne vient pas du milieu du catch, et je trouve ça super beau. Et pour moi, en plus, Bianca Belair fait partie de ces catcheuses qui méritent un titre. Hein. Voilà, Bianca Belair mérite beaucoup plus qu'une Lana ou un truc comme ça d'avoir un titre. Mais voilà, après, en plus, Becky Lynch, elle est plus enceinte, mais elle a accouché il y a 2-3 mois, donc voilà, faut quand même qu'elle s'occupe de son gosse. Elle va pas revenir sur le ring comme ça avec un enfant sur les bras, un enfant très jeune sur les bras, quoi. Donc voilà, pour moi, Bayley devrait réapparaître pour mettre un peu de piment, parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Bayley, elle est géniale, quoi. Elle sait se faire détester, elle sait se faire aimer,
c'est la même chose avec Alexa Bliss, quoi. C'est ces deux catcheuses qui sont super bonnes, que ce soit dans l'acting et dans le ring et tout. Et malheureusement, ces deux catcheuses qu'on ne voit quasiment plus catcher. Donc voilà. Mais pour en revenir sur l'autre match, en tout cas, il était très bon. Je trouve ça super de donner le titre à une jeune catcheuse, en espérant qu'elle ait un super règne. Parce que ça peut faire peur. Hein. Justement, Sasha Banks, 5 fois championne du monde de Raw, 5 fois elle perd le titre au bout d'un mois. Là, je crois que le titre de SmackDown, ça doit être un des titres les plus longs qu'elle a eu depuis qu'elle est au roster principal, parce qu'au niveau de NXT, je sais pas combien de temps elle est restée championne quand elle a eu des titres, mais voilà, elle a eu un bon règne, Sacha, je trouve, même si c'est un peu malheureux que ça tombe en pleine crise sanitaire, du coup, voilà, que des personnes qui auraient pu être des bonnes rivales disparaissent comme ça, soit pour être confinées ou voilà, d'autres choses. Mais bon. En tout cas, on va arrêter là. Cette première nuit de WrestleMania a été plutôt moyenne. Voilà, il y a des matchs que j'ai bien aimés et des matchs que j'ai détestés. Enfin, au moins demain, je pense que, à part le match par équipe féminin, je pense que le reste peut être vraiment pas mal. Même si je suis pas fan de Sami Zayn et Kevin Owens, c'est peut-être les deux matchs que je vais peut-être pas trop kiffer, mais le reste, je pense que ça peut aller. Voilà, je pense que là ils ont mis tous les matchs les pires ce soir-là pour gagner tout ce qu'il y avait de mieux entre guillemets, parce que il va y avoir des très bons matchs et je pense qu'il y en a qui vont être vraiment pas terribles, mais ils ont fait en sorte à mon avis de garder un peu le mieux, le meilleur pour demain, enfin plutôt pour cette nuit. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette première nuit de WrestleMania. Ça me ferait plaisir d'en discuter avec vous dans les commentaires. Allez, ciao les Anacalypsiens, et on se retrouve demain pour la suite de WrestleMania. Ciao.